Chazard, je suis professeur d'informatique médicale et biostatistique. Donc je remercie déjà les organisateurs de m'avoir invité à cette conférence. Et aujourd'hui, on doit parler de méthodologie et de comment, quelques points, 5 points à fact-checker pour vérifier une étude clinique. Alors la demande initiale de l'AJAR, c'était d'identifier des points de contrôle, donc de parler de méthodologie avec vous, mais surtout ne pas être soporifique. Et donc face à cette demande un peu oxymorique, je me suis senti un peu en désarroi. Et donc j'ai décidé de me tourner vers mon fidèle compagnon de toujours, oui, car je suis comme la moitié d'entre vous, l'heureux propriétaire d'un pénis. Et ce pénis m'a conseillé, il m'a dit parle de moi, parle de mes amis, etc. Et donc nous allons parler aujourd'hui de kikinou, de zboubinou, de tout ce que vous voulez. Je vous ai mis ici une centaine de synonymes communément admis, il y en a d'autres bien sûr. Et donc, considérez que tous ces mots seront équivalents au fil de la présentation. Donc maintenant que je vous ai réveillé, on va parler de méthodologie. Bon, ben voilà, on change de sujet. Non, non. On gardera le pénis comme fil conducteur, puisque c'est un sujet qui nous passionne, en tout cas pour certains d'entre nous. Et donc, le titre de la présentation change. Alors, je suis désolé pour le comité d'organisation, il voulait vraiment que je parle de méthodologie, mais tant pis. On va parler ici de l'évaluation thérapeutique. Alors, j'y vois rien, moi. Du phallus elongator 22CH. Le 22CH, c'est pour garantir vraiment son efficacité, vous imaginez bien. Donc, médicament homéopathique qui restera dans les annales. Oups, j'ai oublié un N, je suis vraiment désolé, je ne sais pas ce que je voulais. C'est le correcteur orthographique, sans doute. Alors, une introduction tout d'abord à la phallométrie pour bien comprendre les enjeux. La phallométrie, c'est une sous-discipline de la biométrie. La biométrie, c'est tout ce qui concerne des mesures, la quantification de l'être humain. Et la phallométrie est sans doute une des plus anciennes sous-disciplines de la biométrie. Elle est pratiquée un peu partout, elle est ubiquitaire, et en particulier, les petits garçons, dès le plus jeune âge, s'adonnent, à titre amateur bien sûr, à la phallométrie. La phallométrie peut être divisée en phallométrie objective et subjective. Alors commençons par la phallométrie objective, qui peut être instrumentale, comme ici, avec des instruments évidemment qui sont variés et adaptés à la longueur de l'organe à mesurer, jusqu'à 2 mètres ici. Il y a également la phallométrie objective automatisée qui a été expérimentée au début du siècle et qui a rencontré certains déboires. Voilà, introduisez votre membre ici. Ça ne s'est pas toujours bien passé, donc ça se fait de moins en moins. Et bien sûr, il y a la phallométrie subjective, qui est, alors moi je suis du sud-ouest au départ, j'ai un peu perdu mon accent, mais on en fait beaucoup plus dans le sud-ouest que dans le nord. Hein. Voilà. Les gens croient qu'on parle de pêche, mais en fait, ça n'a rien à voir, bien sûr, vous l'avez compris. Donc voilà pour la phallométrie que sans doute une partie d'entre vous connaît bien également. Alors cette phallométrie, dans la littérature, elle intéresse beaucoup, et par exemple, dans cet article de Wessels, je crois que c'est en 1996, on vous explique ici certains écueils de la phallométrie, et on vous dit notamment que la mesure de longueur doit tenir compte de certains biais liés à la présence, par exemple, d'un coussin graisseux à la base de la verge qui peut influencer la mesure. Donc c'est vraiment très important, ces questions métrologiques. Il y a ici des études également de corrélation. Il y a une corrélation entre la longueur turgescente et la longueur à l'état flaccide. C'est plus classe que de dire mou et tout dur, hein, quand même. Donc, turgescent et flaccide. Mais la meilleure corrélation est obtenue entre la longueur turgescente ici et la longueur flaccide après étirement. Donc, pour les europorteurs d'un Prince Albert, on fixe un poids directement sur la verge et là, on a une mesure qui est différente, c'est la mesure allongée. On s'est tous amusés d'une façon ou d'une autre à tester l'élasticité de la chose. Et donc c'est là qu'on a la meilleure corrélation. Bon. Alors bien sûr, la phallométrie rencontre des écueils et en tant que méthodologiste, on va s'intéresser à certains d'entre eux. Le premier écueil, c'est la subjectivité de la mesure. On peut parfois un peu regarder de biais pour obtenir un chiffre un peu plus avantageux. La variabilité interopérateur, puisque vous savez qu'il y a une dimension émotionnelle très forte. Mesdames, nous sommes des petits êtres fragiles. Et donc, selon la façon dont on mesure, eh bien forcément, on n'obtient pas tout à fait la même mesure. Il y a des variations liées aux conditions, la température, l'anxiété,
les hormones de stress, etc. Et puis des variations au fil de la journée. Donc ça, on fait ce qu'on appelle une phallométrie des 24 heures. Hein. Vous connaissez bien le principe. Le patient porte un holter-phallomètre pendant 24 heures. Et ça mesure, donc là, ce qui est assez habituel, c'est de voir ici des pics nocturnes pendant le sommeil paradoxal, puis un petit pic post-prandial et parfois, pour les gens qui ont le plus de chance, un peu d'activité le soir. Donc ça, c'est un phallomètre typique, Marcel Etienne. Et puis ici, vous voyez Jean-Kévin, qui est sans doute un peu plus jeune, un peu plus dynamique. Et puis, donc ça, ce sont des amateurs. Et puis, il y a aussi des professionnels, Rocco par exemple. Vous connaissez peut-être Rocco, c'est un vidéaste qui fait des documentaires incroyables de biologie de la reproduction qui sont visibles sur Internet. Et donc, Rocco, c'est 9h midi, 14h, 17h, quoi, je veux dire, hein, c'est un vrai professionnel. Alors, après la phallométrie vient bien sûr le problème de l'amplification phallique. L'amplification phallique, c'est vraiment un sujet d'intérêt pour beaucoup, puisque vous regardez sur google.fr, Enlarge Your Penis, vous avez 7,5 millions de résultats, et il y a sans doute plein d'autres façons de le dire, autant de façons qu'il y a de formes différentes, etc. Et moi, je m'intéresse au phallus elongator 22CH, qui est un moyen d'augmenter peut-être votre pénis, mais surtout mon patrimoine. Ça, c'est vraiment très important. Et maintenant, je vais vous montrer comment je ferais si je devais augmenter, booster, non pas la longueur, mais les ventes, cette fois-ci, de ce médicament. Parce que j'ai besoin, pour lever des fonds et pour convaincre mes acheteurs, d'une évaluation clinique, mais je vais leur choisir entre convaincant et honnête. Et bon, clairement, mon portefeuille préférera les évaluations convaincantes. Et donc, à travers ce problème du phallus elongator 22CH, je vais vous montrer 5 subterfuges que je compte utiliser, qui marchent très bien, parce qu'il y a des milliers d'articles qui le font, vraiment. Hein. Et bon, il y en a plein d'autres qui sont plus subtils, mais là, c'est des petits trucs très simples qu'on peut identifier. Et globalement, ça marche assez bien. Je crois que je suis passé trop vite. Si, voilà. Alors, le premier point, on parle de membres, ce sont les études à un bras. De l'étude, bien sûr. Et si on devait le simplifier en termes de tests, souvent ce sont des études qui utilisent un test statistique qui compare un paramètre observé, par exemple une moyenne observée, à un paramètre attendu, par exemple une valeur retrouvée dans une autre étude. Alors il y a deux cas de figure grossièrement d'utilisation de ça. C'est l'étude ici, ailleurs. Donc vous faites une étude ici, vous mesurez le paramètre et puis vous regardez ce qu'ont trouvé les autres ailleurs. Et par exemple, pour faire ça, si on s'intéresse à une quantité comme la magnificence du phallus, par exemple, en centimètres, eh bien, on pourrait utiliser un test de student pour comparer la moyenne observée à la moyenne attendue. Observée ici versus attendue ailleurs. Et donc, par exemple, ici, je pourrais m'intéresser à comparer la longueur moyenne du pénis dans un seul groupe que moi j'ai, qui serait des gens qui consomment mon médicament, 50 patients qui consomment donc le phallus elongator 22CH, avec une mesure, tant qu'on y est, en juin, dans un salon avec ambiance, avec des petits tutoriels vidéo, tout ce qu'il faut, un peu de sopalin. Voilà, et donc on pourrait avoir cette mesure chez eux. Et puis, je vais choisir une étude qui m'arrange bien pour comparer ça. Je vais prendre une étude danoise, par exemple, en février, lors du recrutement des conscrits pour le service militaire. Voilà. Et donc vous voyez tout de suite le truc. D'un point de vue mathématique, il n'y aura pas de gruge, je n'ai pas besoin, puisque évidemment, vous vous attendez à ce que même si ça c'est un placebo, et même s'il n'y avait aucun placebo d'ailleurs, on obtienne ici des mesures très différentes. Et tout simplement, ces études ne sont pas considérées comme fiables parce qu'on n'est pas sûr que les conditions de mesure soient les mêmes dans les deux groupes que l'on compare. Et le plus probable, évidemment, c'est que vous observiez des différences parce que les conditions de mesure sont différentes. Voilà, donc chaque fois qu'on a ce type de comparaison, en fait, là c'est caricatural puisqu'on parle de circonstances très différentes, mais en fait c'est toujours ça. Alors un autre exemple de test similaire où on compare une distribution observée à une référence attendue, ce sont les comparaisons avant-après menées dans un seul groupe. Alors le lexique peut être trompeur puisque généralement les gens parlent de tests de student, de comparaison de deux moyennes appariées. Et en fait ce lexique est vraiment trompeur. En vrai, ce n'est pas deux moyennes que l'on compare, ce n'est pas du tout ça.
En vrai, pour chaque patient, vous avez deux mesures, une mesure avant, une mesure après. Si le patient gagne 2 cm, il passe mettons, de 23 à 25, vous notez plus 2. Et s'il perd 1 cm, il passe par exemple de 20 à 19, vous notez moins 1. Et finalement, on n'a plus qu'un seul nombre par patient, c'est la variation. Et après, on peut faire la moyenne de cette variation. Et on compare à une valeur attendue qui est 0, parce que s'il n'y avait pas de variation, ce serait 0 en moyenne. Donc, ce n'est pas du tout de moyenne, en fait, c'est la moyenne d'une variation individuelle. Et donc là, on pourrait faire ça pareil. On inclut des gens pour comparer leur magnificence pénienne, avec 50 personnes à l'inclusion. Donc, à l'admission dans l'étude, il est 8 heures du matin, il fait froid, ils sont mal accueillis par quelqu'un de méchant avec un questionnaire, etc. Et puis, ces patients, ensuite, on leur fait prendre le médicament miracle. Et puis, juste après le déjeuner du midi, vers 14 heures, après avoir été tranquillement installés dans un salon, etc., avec encore une fois des tutoriels vidéo, du sopalin, tout ça, eh bien là, on observe à nouveau une moyenne et on s'attend évidemment à avoir une amélioration. Alors, en recherche clinique, c'est ce qu'on appelle vraiment l'effet cocooning. C'est que dans la plupart des pathologies, en fait, lorsqu'on prend les gens en charge, lorsqu'on les écoute, ils vont mieux. En particulier, bien sûr, dès qu'on parle de sommeil, de douleur, d'érection, de qualité de vie, de bien-être, etc., forcément, en fait, dès que les gens sont en confiance, ça va beaucoup mieux. Il y a aussi des pathologies qui, de toute façon, guérissent toutes seules. C'est pour ça que l'homéopathie est perçue comme efficace par beaucoup de gens, c'est que de toute façon, leur rhume va guérir tout seul. Et le temps qu'ils aillent à la pharmacie chercher le médicament, de toute façon, ils iront déjà mieux mécaniquement. C'est comme ça. Voilà, donc ça c'est, si on devait l'identifier de façon très simple, c'est qu'on revient là aussi au même test que précédemment, une distribution observée versus une distribution attendue. Alors une deuxième gruge qui passe assez bien d'ailleurs, hein, c'est de faire des tests statistiques unilatéraux. Alors je ne parle pas des essais de non-infériorité, c'est vraiment à part. Mais de manière générale, bien que d'un point de vue théorique, ces tests soient tout à fait valides, on considère que c'est une mauvaise pratique parce que surtout, c'est fait par des gens qui veulent faire baisser leur p-valeur, tout simplement. Et donc, je vous montre le truc. Le procédé, normalement, c'est que on s'intéresse à un paramètre, par exemple la moyenne de la différence, la différence des moyennes entre deux groupes. Et ce paramètre, sous l'hypothèse nulle que les deux groupes sont identiques, devrait varier autour de 0. Et donc on arrive à modéliser, par exemple avec une loi de Student, sa variation théorique sous l'hypothèse nulle. Et on dit, bon, ça devrait varier autour de 0, mais si on s'écarte trop de 0, on dira que finalement l'hypothèse est fausse. On rejette l'hypothèse nulle. Et ce trop, c'est de façon arbitraire, on décide un seuil tel qu'on ait 2,5% de probabilité de rejeter sous l'hypothèse nulle à gauche et 2,5% à droite. Eh bien, quand on dit qu'on fera le test en unilatéral, nos 5%, en fait, on s'arroge le droit de les mettre que d'un côté. Et la conséquence est évidente, c'est que finalement, le seuil de rejet se rapproche de la valeur qu'on peut qualifier de neutre. Et donc finalement, on rejette plus facilement l'hypothèse nulle. Parce que le fait est que si vous voulez savoir si votre médicament modifie la taille du pénis, en vrai, vous vous intéresserez qu'au cas où ça l'augmente. Donc on sait bien que ce ne sera pas de l'autre côté, sinon on ne publiera même pas l'étude. Donc voilà, alors si je m'intéresse moi à mon truc, ça revient finalement à doubler le risque alpha, sans le dire. Parce qu'en fait, on est déjà d'un côté plus que de l'autre. Donc on passe de 10% à 5%. Alors ici, ce que je pourrais très bien faire, c'est comparer la taille moyenne dans un groupe qui a pris mon médicament miracle avec 15,2 cm, un autre groupe sous placebo, 14,5 cm en moyenne. Et si je fais un test bilatéral, par exemple, je trouverai une p-valeur à 7%, et là je me dis, oh zut, ça passe pas, c'est dommage, j'étais tout près. Bon, c'est pas grave, on n'a qu'à dire qu'on le fait en unilatéral, et les mêmes circonstances ici vous font baisser la p-valeur, hop, juste en dessous des 5%. Quand vous regardez d'ailleurs les articles où on fait des tests unilatéraux, comme par hasard, c'est des articles qui passent juste en dessous de 5%. C'est jamais des trucs qui sont à 1 pour 1000 ou 1 pour 10 000 de p-valeur. Ceux-là, ils n'ont pas besoin de tricher. Donc, c'est toujours un peu suspect, quoi. Alors, bien que théoriquement ce soit valide, c'est considéré comme une mauvaise pratique, puisque c'est fait pour gruger, en fait. Alors, une troisième façon de faire aussi, c'est de mesurer plusieurs paramètres en objectif principal. Donc, au lieu de regarder un seul critère principal, on va définir plusieurs critères de jugement
Et s'il y a au moins un d'entre eux qui ressort significatif, on dira « mais c'est chouette, on a montré quelque chose ». Et le truc qui tue, c'est le « au moins un ». C'est-à-dire que quand vous avez 4 tests non significatifs et un significatif, tout de suite, on se focalise sur celui qui est significatif et on oublie les 4 autres. Et c'est ce « au moins un » qui entraîne ce qu'on appelle l'inflation, non pas de l'organe évalué, mais du risque de première espèce, qui est le risque de conclure à tort qu'il y a, par exemple, une association entre deux variables, en supposant qu'elle n'existe pas. Alors quand vous faites un seul test, vous avez ici votre 5%, et puis au fur et à mesure que vous augmentez le nombre de tests, la probabilité qu'il y ait au moins un des tests qui sortent à tort significatif, elle augmente. Donc on peut la calculer. Le risque de première espèce global, ici, c'est 1 moins 1 moins alpha à la puissance k, k étant le nombre de tests. Quand vous passez le alpha de chaque test à 5%, ça fait donc 1 moins 0,95 puissance k. Et vous voyez qu'avec un test, on reste à 5%. 2 tests, on passe à 10% à peu près. 5 tests, on passe à 23%. 10 tests, on passe à 40%. Et ça monte comme ça très vite. C'est ce qu'on appelle l'inflation du risque de première espèce, ou du risque alpha. Donc le fait de définir plusieurs critères de jugement principaux, ça peut poser problème. Alors il existe, heureusement, des corrections, on va le voir. Et donc dans mon exemple, je pourrais dire, je compare mon phallus elongator 22CH à un placebo sur 4 critères simultanément. La longueur moyenne en centimètres, premièrement. Deuxièmement, la circonférence moyenne en centimètres. Troisièmement, ici, la durée totale passée à une taille supérieure à 80% de la taille maximale, par exemple. Ou encore une échelle visuelle analogique de satisfaction. Et je ne sais pas ce que je vais trouver, mais admettons que rien ne change, mais que ici, juste la circonférence moyenne est changée, je vais dire, victoire, mon médicament, il augmente la circonférence moyenne. Ben oui, mais j'oublie de dire que je n'ai pas montré le reste. Donc, voilà, ça c'est un exemple assez typique et on en voit encore dans pas mal d'articles. Et il y a 2 façons de le faire, 2 façons de corriger ça de façon honnête. La première, ce serait de dire que parmi mes critères d'intérêt, il n'y en a qu'un seul qui est principal et que les autres sont secondaires. Mais il ne suffit pas de le dire dans l'article, il faut surtout l'avoir écrit avant de réaliser la recherche. Sinon, moi j'ai que ça qui bouge, je vais dire « Ah ben c'était lui mon principal et les autres ils sont secondaires ». Non, bien sûr, il faut l'écrire quelque part avant de voir les résultats. Donc c'est pour ça qu'on force les organisateurs de recherche clinique à écrire le protocole à l'avance. Et la deuxième façon de faire, on peut très bien tout garder, mais il faut appliquer une correction. Oh pardon, excusez-moi. La correction de Bonferroni, bien sûr, pas celle de Domina, et qui consiste à modifier le risque de première espèce qu'on applique à chacun des tests individuellement. Donc il faut se faire corriger dans tous les cas. Alors, quatrième procédé, qui est un peu plus subtil encore parce que ça ne saute pas toujours aux yeux, et puis finalement, on le fait quand même très souvent en recherche clinique, c'est de s'adresser à une population dans l'échantillon qui n'est pas la population à laquelle on veut ensuite appliquer le procédé ou le médicament. Parce que le principe des tests statistiques, c'est que vous faites une observation sur un échantillon, et la statistique, c'est un outil mathématique qui vous permet d'extrapoler votre constatation sur la population. Mais encore faut-il, bien sûr, que l'échantillon soit issu de cette population-là. Et donc, on ne peut pas extrapoler à une autre population que celle dont l'échantillon est issu. Donc, évidemment, c'est utilisé parce que c'est un procédé qui est parfois assez discret. Et donc, quand ça se fait à l'IHU, par exemple, ça ne se voit pas toujours, en fait. Donc, c'est pratique. Bon, moi, évidemment, je vais faire ça. Donc, par exemple, moi, ce que je pourrais faire, c'est prendre des hommes dans la rue, des gens qui passent sur le trottoir juste devant mon IHU élongation phallique, par exemple, et leur faire un test de dépistage. Et puis chaque fois que le test sera positif, je leur dirai « Vous souffrez de troubles de l'érection ». Ils diront « Mais non, c'est pas vrai ». « Si, si, je vous assure, le test est formel, vous souffrez de troubles de l'érection. Et venez prendre mon médicament ». Et donc là, évidemment, si j'arrive à prouver une efficacité de ce médicament et qu'ensuite je propose le médicament à des gens qui, eux, vont en consultation devant un neurologue parce qu'ils ont un vrai problème, on ne s'attend pas forcément à ce que l'efficacité soit la même. Alors, déjà, ça marcherait comme ça si tous les tests étaient parfaits, déjà. Parce qu'on surreprésenterait les formes asymptomatiques, etc. Mais en plus, vous savez, les tests sont tous loin d'être parfaits.
Et quand vous appliquez un test dans une population où la prévalence du signe recherché est faible, eh bien, généralement, la valeur prédictive positive s'effondre. Donc, plus vous faites de tests à des gens qui ne se plaignent d'aucun trouble de l'érection, plus vous avez de chances qu'il y ait des gens qui fassent tilt au test et qui pourtant n'ont absolument aucun trouble, même minime. Donc, c'est vachement pratique de faire des tests en population générale, comme ça se fait parfois, pour recruter des gens qui ne sont pas malades, en fait. Et forcément, vos gens qui ne sont pas malades quand ils prennent leurs médicaments, ben, ils vont très bien. Voilà. Bon. Et puis le cinquième truc que je ferai, moi, hein, c'est que il y a un moment où, il ne faut pas exagérer, hein, quand on veut vendre des trucs, il faut avoir des commerciaux. Hein. Et les commerciaux, ça coûte cher. Alors il y a mieux que les commerciaux, c'est les idiots utiles. Oups, pardon. C'est les gens qui font votre marketing gratuitement. Vous savez, les gens qui sont sur les forums, qui s'emballent pour des causes, les social justice warriors, tout ça. C'est des gens, il n'y a même plus besoin de les payer après. Hein. Vous lancez le phénomène et c'est incroyable, ils se battent tout seuls pour vous. Et d'ailleurs, c'est Lénine hein, qui, dans le champ de la politique, qualifiait ainsi ce qu'ils appelaient les gauchistes européens, c'est-à-dire les gens proches de l'extrême gauche, mais sans être communistes, sans s'affilier au parti. Et il disait que les gauchistes étaient les idiots utiles de la révolution bolchevique. Voilà. Ben, c'est pareil en marketing, en fait, on a besoin d'idiots utiles, et pour ça, il faut les convaincre. Alors, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on publie d'abord ces résultats dans un journal scientifique, et une fois seulement que l'article est accepté, en accord avec l'éditeur, on peut diffuser l'article sur un site perso ou sur un repository, peu importe. Et une fois qu'on a fait ça, que les gens peuvent retrouver la source, ensuite on communique, donc des plateaux télé, des machins, etc. Et puis éventuellement après, une fois qu'on a remarqué qu'il y avait un intérêt de la population, on écrit un livre, on tourne un film et tout ça. Voilà. Ça, c'est l'ordre normal. Et bien, quand les choses sont faites dans l'ordre inverse, forcément, ça devient suspect. Donc, ça s'est fait, vous savez, pour l'histoire d'hydroxychloroquine. Ça s'est fait d'ailleurs aussi pour ce livre-là sur les OGM qui, soi-disant, engendreraient des tumeurs malignes chez les souris, etc. Et à chaque fois qu'on fait les choses dans l'ordre inverse, c'est quand même très suspect. Voilà. Vous savez que dans certaines circonstances, quand on retourne la situation, c'est parfois aussi un peu suspect. C'est pas toujours très agréable. Bon, voilà, quoi. Donc, vous avez vu ici comment moi je ferais si je voulais vendre un peu plus le phallus élongator 22CH. Donc, ces procédés sont tous malhonnêtes, évidemment. Et chaque fois que vous lisez un article scientifique, en fait, vous pouvez vous demander, mais moi, est-ce que finalement, j'aurais pas fait comme eux, là, pour vendre mon médicament d'homéopathie? Et puis, quand vraiment c'est pas clair, est-ce que cette façon de mesurer peut introduire pardon, un biais? Demandez-vous si vous auriez fait ça pour votre pénis, par exemple, pour magnifier son importance par rapport à d'autres. Et je trouve que c'est toujours important, quand on parle de science, de penser avant tout à un organe père qui se trouve juste en dessous de la ceinture. Ça aide parfois à mieux comprendre ce type de mécanisme. Voilà, eh bien, je vous remercie de votre attention et me tiens à vos dispositions.